Bonjour à toutes et tous. Je me présente Romain Rubillard, je dirige l'association des professionnels du gaz et je suis ravi aujourd'hui qu'on puisse avoir un webinaire tous ensemble avec Coedis, la Fédération des distributeurs, et Cegibat, l'expertise sur l'efficacité énergétique de GRDF, pour pouvoir parler de la PAC hybride, ou plutôt des PAC hybrides, sur l'ensemble des différents marchés, qu'on soit en maison individuelle existante, en logement collectif, neuf ou existant, ou en tertiaire. Aujourd'hui, on va balayer tout ça dans un temps réduit, 1 heure, et donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour qu'on rentre le plus rapidement dans le détail. Une chose est sûre, c'est que je voudrais donc vous donner quelques consignes pour que notre webinaire soit le plus efficace possible et qu'il se passe dans les meilleures conditions. Voilà, je vous invite évidemment à couper vos micros et vos caméras pour que nous puissions garder un confort auditif et mais aussi un confort de webinaire pour que le flux soit à son maximum. Et si vous n'avez pas de problème de flux, vous pouvez garder votre caméra ouverte, mais par contre garder votre micro fermé. Je vous invite à poser vos questions dans le fil de conversation qu'il y a donc sur vos outils Teams que nous utilisons aujourd'hui, et nous prendrons l'ensemble de ces questions à la fin de l'ensemble des parties, puisque vous le savez, si on prend ça entre chaque partie, on finira à 16h30, ce qui n'est pas du tout l'objectif, puisque la fin du webinaire, c'est midi. Notre webinaire est enregistré, il sera sur la chaîne YouTube de Professionnels du Gaz et de Coedis et de Cegibat dans les prochaines heures, pour que vous puissiez y revenir, ou en tout cas que certaines personnes qui n'ont pas pu être avec nous puissent nous entendre. Voilà, donc aujourd'hui, je serai accompagné de 3 autres personnes. Roland Mongin, qui va se présenter tout à l'heure, qui va prendre la parole, mais donc délégué général de Coedis, et de Vincent Lallemand et de Pierre Murier, qui sont de Cegibat, l'expertise efficacité énergétique, et qui vont nous parler respectivement, pour Vincent Lallemand, de logement collectif et de PAC hybride, et pour Pierre Murier, de tertiaire, avec un collège. Voilà. Notre programme, on va avoir un petit mot d'introduction avec Roland. En tout cas, je remercie les distributeurs d'être présents, les professionnels du gaz, bien sûr, mais aussi des personnes qui peuvent être soit des maîtres d'ouvrage, soit des bureaux d'études, pour être avec nous aujourd'hui. Je vais demander à la personne de couper le micro car on a un retour. Voilà, merci beaucoup. On parlera donc avec moi-même de l'intérêt de la PAC hybride en résidentiel individuel existant. Je passerai la main ensuite à Vincent Lallemand qui parlera de retour chiffré sur un exemple de la commune de Tretz qui se situe entre Aix-en-Provence et Marseille, pour faire simple, où Cegibat a eu des retours chiffrés en logement collectif. Et puis Pierre Murier pourra vous parler de la stratégie de rénovation qu'on peut avoir avec des PAC hybrides en tertiaire, notamment sur des bâtiments communaux, le fameux collège de Bergerac. Voilà. Mot d'introduction, Roland, je te laisse la parole et bien sûr je t'accompagnerai durant ce mot d'introduction. Eh Je t'en bien, prie, Roland. merci beaucoup Romain. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, c'est un vrai plaisir aujourd'hui pour Coedis de pouvoir participer à notre, je dirais, en tant que Coedis, premier webinaire avec PG, les professionnels du gaz. Nous avons, et j'ai été, je dirais, très agréablement, et j'ai découvert des webinaires qui étaient organisés par Romain et les équipes. Et je me suis dit, mais pourquoi nous, distributeurs, qui sommes un maillon dans la filière, un maillon essentiel de la filière, pourquoi nous ne sommes pas présents? Et c'est comme cela que nous avons souhaité que Coedis puisse participer. Et c'est un vrai plaisir, d'autant plus que nous avons pratiquement, je crois, plus de 30, entre 30 et 40 distributeurs qui sont présents aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes dans la démarche. Juste pour ceux qui ne connaissent pas Coedis, Coedis est une fédération, je suis donc le délégué général, Roland Mongin, et je représente l'ensemble des distributeurs professionnels de matériel électrique, génie climatique, sanitaire, chauffage, plomberie. C'est près de 390 adhérents, plus de 4000 points de vente sur l'ensemble du territoire national, donc bien déterminé. On est au plus près donc de nos amis installateurs, donc un maillon important dans la filière avec plus de 40 000 salariés. Voilà ce que je pouvais dire en présentation de Coedis et l'intérêt que suscitaient les webinaires qui étaient faits et l'intégration de Coedis. Roland, je te propose qu'on aille directement dans le vif du sujet. On est parti.
Sur le mix énergétique, je crois que tu voulais dire un mot là-dessus. Oui, alors c'est là aussi, je voulais repréciser par rapport aux distributeurs professionnels, hein, au moment où, bien évidemment, notre société est à un tournant énergétique de son histoire avec des enjeux de décarbonation, de nos modes de fonctionnement, il était vraiment pour nous important que les membres, et que vous sachiez que les membres de Coedis, des adhérents de Coedis, sont totalement engagés dans ce mix, pour un mix énergétique français équilibré et décarboné, pour lequel, bien sûr, l'hybridation, pour nous, jouera un rôle essentiel. Et on va le voir notamment au travers de la présentation de ce qui va être, ce qui va en dérouler. Oui, donc ce qu'on voulait vous expliquer ce matin, c'est que évidemment, notre mix énergétique français est à l'image de ce que vous voyez devant vous. Ceci est un graphique où vous avez sur l'abscisse une année complète d'avril à avril. C'est pas forcément commun, mais c'est comme ça qu'on a décidé de le faire. Et en ordonnée, vous avez les gigawatts qui sont empilés pour assurer les besoins de puissance d'une année pour les Français. Et donc, évidemment, ce que vous voyez tout de suite, c'est que bah, quand on est globalement autour de 100 gigawatts en été, qui est notre puissance minimale pour assurer nos besoins, on est de l'ordre de 300 quand nous sommes en hiver. Et donc, bah, pour faire en sorte que chaque Français ait ses besoins énergétiques assurés, eh bien, il faut empiler un certain nombre de moyens de production, toute énergie confondue. Et si je n'avais à dire que ceci sur ce slide, le mix énergétique français que vous avez devant vous, il va euh, perdurer dans le futur, puisque même si aujourd'hui des gouvernements souhaiteraient assurer des besoins énergétiques avec 100% d'électricité, comme vous pouvez le voir, l'électricité, oui, la somme des bandeaux bleus de 0 jusqu'à allez, une centaine de gigawatts, grossièrement, sachant qu'il faut monter à 300, bah, il faut empiler du gaz, du bois, des réseaux de chaleur, du GPL, encore un peu de fuel. Et donc, évidemment, même si on est en 2050, eh bien, on ne pourrait pas être à 100%, enfin, nos besoins ne pourraient pas être assurés par une seule énergie, au regard des investissements qui seraient colossaux et au regard, évidemment, du schéma énergétique actuel. Donc, notre mix énergétique, même s'il va vers la décarbonation, devrait rester en tout cas avec l'ensemble de ces énergies. Et ça, on en est complètement conscient. Et la PAC hybride s'intègre complètement dans ce schéma-là, puisqu'elle vient mixer le meilleur des énergies au meilleur moment. Voilà. Roland, je te relaisse la parole peut-être pour parler vision européenne et mondiale. Alors, euh, je voulais repartir d'une enquête que nous avions. Pardon? Ah, on est. Vas-y, vas-y, Voilà, vas-y, vas-y, vas-y. j'ai trouvé lorsque nous avons monté ce webinaire, je trouvais très intéressant de parler de ce qui se passe en Europe. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a à peu près un an, Romain, si je me trompe, nous avons réalisé au sein de Coedis une enquête sur comment était perçu et comment les distributeurs connaissaient, est-ce ils ne connaissaient pas la PAC hybride, etc. Et j'ai été très surpris de découvrir sur la majorité de nos adhérents, c'est que non seulement c'était pour eux considéré comme une niche, pour d'autres, ils ne connaissaient pas suffisamment les produits, d'autres disaient, bon, on a peu de demandes, on répond quand on a une demande. Éventuellement, c'est une solution complémentaire. Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'au travers d'une présentation qui avait été réalisée, c'est de découvrir que nos pays voisins euh, se sont appropriés le sujet considérablement. Et ça, je pense que Romain, tu vas pouvoir nous l'expliquer. Et je me suis dit, mais pourquoi la France ne se met pas dans cette démarche? Nous devons être dans la même démarche, qui est une démarche considérée comme positive par d'autres. Oui, en effet, alors si on rentre maintenant dans les exemples, je peux noter qu'en Italie, alors bien sûr, grâce à des mécanismes d'aide qui permettent justement un essor de cette PAC hybride, ils sont tout de même passés de 7 000 en 2019 à 123 000 en 2022. Il est à noter qu'aux Pays-Bas, qui est un pays extrêmement gazier hein, au départ, grâce
au puits de Groningue, et qui est pour le coup en train de s'arrêter, eh bien, ils sont passés à du 100% électrique un certain temps, et aujourd'hui, ils viennent dans ce mix qui est la PAC hybride, puisque en neuf, ils l'imposent pour pouvoir justement gérer eh bien, un réseau électrique qui était finalement sous-dimensionné et un réseau gaz qui était pour le coup très dimensionné. Donc voilà, ils ont trouvé ce mix et équilibré. En tout cas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et en Allemagne, évidemment, des mécanismes de prêt permettent justement de faire l'acquisition de packs hybrides de manière beaucoup plus aisée qu'avant. À noter qu'en France, vous notez RTE et ADEME qui sont sur cette planche. Bah oui, aujourd'hui, ces institutionnels ont une programmation et une planification de la PAC hybride qui se note en millions d'unités. Donc, ils laissent une place dans leur scénario prospectif qui est importante. C'est à noter. Là où aujourd'hui, on est en milliers de ventes par an. Voilà, donc on le sait qu'il va y avoir un step et nous sommes avec vous en train de l'accompagner. Donc, pour le coup, rapidement, vous dire que cette PAC hybride, elle a des bénéfices pour le système énergétique, notamment dans ces périodes de pointe, puisqu'elle vient soulager le réseau électrique en utilisant le réseau gaz qui a été dimensionné depuis l'après-guerre, avec un dimensionnement sur les 2 années les plus froides de France, et sachant que nos hivers sont de moins en moins froids, on a la possibilité d'aller tirer sur le tuyau, si vous acceptez cette expression, et donc pouvoir justement euh, être, utiliser la meilleure énergie au meilleur moment. Ce qui rend d'ailleurs le système énergétique beaucoup plus résilient de manière générale. Et donc des bénéfices aussi pour le climat, puisque, vous le savez, utiliser le gaz lorsque la température sont froides, voire glaciales en France, eh bien, c'est avoir un comportement beaucoup plus décarboné que d'utiliser l'électricité au moment où il fait très froid, qui va utiliser des moyens de production qui vont être à flamme. Je pense au fioul, je pense encore avec un peu de charbon et aussi du gaz. Eh ben, utiliser une centrale à gaz, c'est beaucoup moins performant qu'utiliser le gaz directement à domicile. Hein, je ne vous fais pas de schéma sur ce principe. Et l'ADEME, aujourd'hui, a démontré que sur l'année, la performance de la PAC hybride est équivalente à une PAC électrique 100% électrique. Ainsi, et j'espère que pour le coup, vous vous dites qu'il y a un intérêt à nous écouter ce matin, la PAC hybride, au-delà de ses bénéfices sur le système énergétique et sur le climat, elle a donc un intérêt sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit le distributeur, l'installateur, le consommateur. Et si pour le coup nous avons aujourd'hui avec nous des bureaux d'études et des maîtres d'ouvrage, bah, voilà, vous allez évidemment aussi vous y reconnaître en tant que voilà, ingénierie pour le bâtiment et puis gestionnaire de ce parc. Roland, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant mon intervention? Oui, je voulais simplement dire qu'il est très important, en définitive, de s'approprier cette possibilité et que il fallait que c'était un enjeu qui devait être prioritaire dans le cadre de notre filière. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mieux faire connaître, bien faire connaître et s'approprier, euh, s'approprier donc ces enjeux de décarbonation au travers et grâce à la PAC hybride. Donc, c'est le moment. Merci, Roland. Donc, en effet, moi, je vais me focaliser sur l'intérêt de la PAC hybride en résidentiel individuel existant avant la prise de parole de mes collègues qui vont parler collectif et tertiaire. Donc, déjà, en individuel existant, je voudrais rappeler les règles de dimensionnement. Les règles de dimensionnement sont celles-ci. On prend 40 à 60% des déperditions d'une maison à température de base, donc avec la fameuse température variante entre le nord de la France et le sud, pour le dimensionner. On n'ira pas plus loin de 80% des dépairs en lien avec la tolérance des pouvoirs publics sur l'obtention des certificats d'économie d'énergie, mais si on prend 40 à 60, il ne devrait pas y avoir de problème. Ensuite, on vient comparer ces déperditions à la puissance thermique d'une PAC hybride avec un régime 0,50 degrés. C'est comme ça, c'est pas moi qui ai inventé tout ça, hein. C'est écrit donc pour le coup vis-à-vis d'un texte sorti par les pouvoirs publics. Et pour le coup, eh bien, on va aller caler cette puissance de PAC hybride avec ce régime d'eau, ce qui va derrière nous permettre de vérifier que cette pompe à chaleur couvre au moins 70% des besoins de chauffage grâce à des outils fabricants que tous aujourd'hui proposent.
Aujourd'hui, pour les maisons les plus déperditives, on va tomber grosso modo entre 4 et 6 kW de puissance de pack hybride, enfin de pack, de la pack hybride, et au maximum 8 voire 10. Voilà. Et on pourra faire avec ça 100% des maisons. Le bon dimensionnement, ça permettra d'avoir une pack hybride très compétitive. En effet, je vous ai dit 40 à 60% des déperditions. On pourra prendre en effet 40% pour le gaz de réseau, 60% pour le propane. Bien sûr, tout ça être en lien avec le coût du kilowattheure des énergies gaz. Et qu'il n'y a aucun intérêt à surdimensionner parce que, vous le savez, la chaudière pourra assurer largement le confort pour la maison existante et que le simple fait de surdimensionner n'aura qu'un effet pervers sur le coût et ne permettra pas non plus d'améliorer le taux de couverture. Voilà. Et en plus, le surdimensionnement ira pas dans le sens des travaux d'isolation qui pourront être faits a posteriori. Puisque vous le savez, une chaudière a un taux de modulation assez important, là où une pompe à chaleur, les éléments sont un peu plus complexes. Donc, travailler surtout pas en on-off, ça serait une grosse erreur, mais plutôt dans un fonctionnement où la PAC va être justement à une puissance où elle s'évitera les marches arrêt. Un petit exemple, une maison construite en 1984 à Lille avec une température de base de moins 9 degrés qui va faire grosso modo 10 kW, 9,4 précisément. On y prend 40% des dépairs. Je vous laisse découvrir le chiffre. On vient ensuite regarder à l'intérieur des tableaux de fabricants. Et là, grosso modo, on est tombé sur une puissance de pack. Alors, je prends peut-être ma flèche avec une température extérieure à 0 degré et un départ à 50 à 4,4 pour respecter ces valeurs. Euh, et donc, vous le voyez bien, les puissances, là, pour le coup, sont autour de 46% des déperditions par rapport à nos 40-60 indiqués préalablement. Et quand on vient rentrer la pompe à chaleur dans le logiciel du fabricant, on tombe à plus de 70%, 78 dans cet exemple. Donc les deux critères demandés par l'arrêté sont conformes et donc tout va bien. Aujourd'hui, les fabricants, bien sûr, possèdent ces outils pour vous donner leur taux de couverture. Rapidement, je voudrais faire un état des lieux des prix des énergies en domestique. Et je suis bien sûr qu'en domestique. Aujourd'hui, globalement, nous avons des coûts entre l'électricité et le gaz compris entre 10 centimes du kilowattheure pour arrondir et 24 centimes du kilowattheure pour l'électricité en domestique. Donc, ce graphique a été réalisé à partir donc, des projections que nous connaissons. Il est à noter qu'en octobre 2023, les données du ministère ont sanctuarisé des valeurs qui, elles, pour le coup, sont projetées derrière pour pouvoir donner une valeur au plus proche, puisqu'elle date de mars 2024. La PAC hybride, c'est une table de mixage permettant l'optimum du dimensionnement. En effet, aujourd'hui, on peut largement avoir une projection sur du coût du kilowattheure en heure pleine, heure creuse, heure pleine. Excusez-moi. On peut aussi avoir une optimisation au-delà du dimensionnement qui se fait sur la souscription des tarifs. En effet, aujourd'hui, il est intéressant de pouvoir regarder les tarifs de pointe mobile et notamment les offres Tempo proposées par le fournisseur de EDF. Il est à noter que les offres de pointe mobile se généraliseront dans le futur avec l'ensemble des fournisseurs d'électricité. Mais donc aujourd'hui, on a pris l'exemple de ce qui existait en France. C'est le JP, c'est le Tempo, voilà, tout simplement. Je parlais de 24 centimes tout à l'heure, qui était la moyenne des tarifs domestiques constatés en France. Mais avec l'intérêt du Tempo, c'est de pouvoir justement être beaucoup moins cher dans des jours bleus ou blancs. Donc c'est 300 jours dans l'année ou 43 jours dans l'année avec un tarif inférieur largement par rapport à cette moyenne de base ou heure pleine, heure creuse. Et par contre, évidemment, l'inconvénient, c'est de pouvoir, et c'est pour ça qu'il existe ce tarif, avoir un tarif important en heure pleine rouge qui impose justement un déraccordement ou en tout cas un effacement pendant ces périodes-là. Et ça tombe bien, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, puisque l'hybridation, c'est la capacité de pouvoir justement passer sur une autre énergie quand
l'électricité va être très chère. Et puis souvent, quand l'électricité est très chère, bah, ça tombe bien, les performances de la PAC vont être moins bonnes puisqu'il va faire très froid. Donc autant passer justement sur la chaudière dans ces moments où le tarif va être important. Une petite étude que nous avons faite donc là sur une zone moyenne climatique, H2B, sur une chaudière standard, une chaudière gaz à très haute performance énergétique, une PAC RO 100% électrique et une PAC hybride optimisée avec le délestage sur pointe mobile. Alors, c'est une étude faite à partir de tables de données constructeurs sur un pavillon de 110 mètres carrés, des déperditions de 13 kW. Donc, c'est quand même une maison en effet assez déperditive. On est en zone H2B parce qu'on a voulu se mettre sur quelque chose de moyen et on a pris des tarifs gaz et tarifs électricité plutôt d'aujourd'hui. Et parce que notre temps est compté, je vais évidemment focaliser sur un, un tableau qui pourrait être très complet et qui me demanderait 20 minutes d'explication, mais que vous aurez à votre disposition après ce webinaire. On y a mis évidemment les consommations en énergie primaire, en énergie finale. Évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est la facture. Facture avec l'abonnement, facture en kilowattheure, donc avec l'énergie, et dans lequel on va intégrer les coûts de maintenance, coûts de maintenance qui nous viennent évidemment des coûts proposés par le CINASAF dans le cadre de leur observatoire. Et on peut se rendre compte. Donc, première colonne, c'est la chaudière standard. Deuxième colonne, chaudière THPE. Troisième colonne, la PAC hybride optimisée. Quatrième colonne, la PAC RO, donc 100% électrique, calée évidemment sur 14 kW de puissance. Euh, Là, pour le coup, la PAC hybride avec la PAC avec 13 kW de déperdition dans cette maison existante était calée à 8 kW pour information. Et donc voilà, on a un coût annuel de 250 euros d'écart à la grosse, et qui va de la zone H1A à la zone H3 de 300 euros par an à de l'ordre de 50 en zone H3, évidemment. Un équilibre se fait comme ceci. Euh, Tout ça pour vous démontrer que l'optimisation de la PAC hybride, quand elle est sur l'ensemble des facteurs, permet de démontrer qu'il y a un intérêt technico-économique. En positionnement DPE, en énergie, je vous laisse découvrir évidemment les étiquettes. Donc, à partir de la chaudière standard qui est en E et la chaudière THPE qui va être en D, ainsi que la PAC RO et la PAC hybride. Et en carbone, on peut se rendre compte qu'on est en E pour la chaudière euh, standard, THPE en D et en B pour la partie PAC hybride, PAC 100% électrique, et en C pour la partie PAC hybride. Alors, en tant que représentant de la filière gaz, je me dis et je vous propose qu'on mette un contrat de gaz vert dans tout cela et qui permet de passer d'un contrat gaz fossile à un contrat de gaz vert. Eh bien, on va améliorer largement notre étiquette carbone, ou qui était, je vous le rappelle, à une étiquette pour passer jusqu'en B et de pouvoir être équivalent à la PAC RO sur ce positionnement. Le reste à charge, pour le coup, il est important de le regarder, quels que soient les revenus modestes, très modestes, intermédiaires ou supérieurs. Évidemment, la partie, en tout cas l'appareil ayant le meilleur optimum technico-économique, aujourd'hui, c'est la chaudière gaz THPE. Évidemment, on reste à charge, même si elle n'est pas aidée. Mais la PAC hybride, pour le coup, avec les aides, s'en sort plutôt bien et est challengeante vis-à-vis de la PAC RO, puisqu'elle est 1000 euros inférieure pour les revenus très modestes et aussi les revenus modestes. Et on peut se le dire sur les revenus intermédiaires et supérieurs, avec un écart relativement équivalent. Il est à noter, pour être très précis, que nous avons pris une PAC hybride avec un coût d'installation à 13 500 euros et une PAC RO à 14 500 euros, capée sur ces puissances. Maintenant, pour être très précis, peut-être un discours qui va plaire aux professionnels du gaz. Comment faisons-nous pour bénéficier de la flexibilité sur la PAC hybride? Puisque l'objectif est de pouvoir être totalement laisser la solution autonome sur ce sujet. Eh bien, tout simplement, il va falloir demander à son fournisseur d'électricité de passer en contrat à pointe mobile. Et bien sûr,
un changement de contrat sera réalisé. Et dans le meilleur des mondes, eh bien, on va pouvoir utiliser le compteur Linky qui va permettre de basculer grâce au contact sec la PAC, enfin, arrêter la PAC pour pouvoir faire bénéficier de la chaudière quand on est en heure pleine rouge à 75 centimes du kilowattheure, comme je l'ai montré à l'instant, et de pouvoir revenir à la PAC lorsque les tarifs de l'électricité vont être beaucoup plus acceptables. Il est à noter, parce que nous avons fait l'expérimentation, que parfois, eh bien, la demande spécifique d'avoir le contact sec dans le cadre du contrat à pointe mobile demandant l'effacement de la PAC et nécessitant quelque chose à distance sur le Linky ne se fait pas toujours de manière absolument parfaite. Et donc, en faisant un benchmark avec les fabricants, nous avons pu noter que des sociétés, notamment la société Polier, proposent des boîtiers de relais tempo connectés pour le coup, et ça, l'électricien pourra le faire sans avoir d'action de la part du fournisseur sur le Linky, de pouvoir raccorder ce boîtier sur la téléinformation client qui vient lire tout simplement ce qui se passe sur le contrat à pointe mobile et vient tout simplement basculer la PAC et l'effacer lorsqu'on est en heure pleine rouge. Donc voilà, deux manières de faire, soit le Linky, soit grâce à un boîtier complémentaire, dans le cas où, eh bien, aujourd'hui, parce qu'on est en début d'offre sur la PAC hybride avec ces contrats à pointe mobile, le temps que tout ça se stabilise chez les fournisseurs d'électricité, mais aussi via le contact client Enedis. En synthèse, je voudrais vous rappeler donc des avantages en économie d'énergie avec la PAC hybride. PAC hybride qui est éligible à toutes les aides, hein, vous l'aurez compris. Elle a un coût légèrement inférieur à la PAC RO, puisqu'elle profite d'une petite puissance de PAC et d'une chaudière individuelle faite à plusieurs millions d'exemplaires en Europe chaque année, donc avec un coût totalement optimisé. Le confort est absolument assuré en toutes circonstances, parce que la chaudière permet de monter à haute température et évite de remplacer les radiateurs. Voilà, clairement. L'adaptation et le dimensionnement réalisé permettent largement d'adapter à la rénovation du futur, une isolation par exemple, qui aurait tendance à décaler le point de consigne et donc d'éviter de tomber dans du on-off qui serait perturbant pour l'appareil. Et puis, euh, lorsqu'on vient mettre une PAC hybride dans une maison existante, on vient améliorer l'étiquette du DPE en moyenne de 2 classes, ce qui permet de valoriser le bien par rapport à une chaudière très haute performance énergétique qui permettrait de monter seulement d'une étiquette DPE. Enfin, juste pour vous dire que aujourd'hui, les professionnels du gaz peuvent largement installer ce type d'équipement s'ils sont Calipac pour la partie pompe à chaleur, et nous avons mis en place des mentionnés PAC hybride qui permet justement d'aller plus loin sur cette technologie. Je vais essayer d'accélérer parce que je me rends compte qu'il est déjà quasiment 11h30, mais en grosso modo, nous avons plus de 1400 mentionnés PAC hybride en France, qui sont des PG, qui sont aussi des gens qui sont Calipac. Ils ont eu plus de 10 000 heures de formation technique et de formation commerciale en cumulé. Et que derrière, ces gens-là, quand ils sont mentionnés, ils ont accès à différents outils, des outils marketing, des outils de fiches de dimensionnement, des webinaires tels que nous le faisons aujourd'hui. Ils ont eu accès à des formations techniques et commerciales. Bref, ce sont des gens qui, aujourd'hui, sont armés pour pouvoir acheter chez le distributeur et surtout installer chez les clients. Dans le cadre de Professionnels du Gaz, nous apportons des leads complémentaires à cette population pour pouvoir voilà, être réactif vis-à-vis d'un besoin client sur une PAC hybride. Des outils en plus, un catalogue largement, qui date d'ailleurs qui date de plusieurs années, mais qui est actualisé environ tous les 3 à 4 mois. Et la dernière mouture date d'avril 2024 et qui intègre aujourd'hui l'ensemble des marques qui proposent la PAC hybride, avec ces fiches de dimensionnement que je vous laisse regarder, mais qui rappellent comment on dimensionne, quels sont les taux que l'on prend en compte pour pouvoir caler ensuite la puissance à 0 degré extérieur, 50 degrés de départ chauffage. Voilà, pour finalement être complètement armé vis-à-vis d'une demande client. Je vais être rapide sur ce point. Nous organisons PG un concours, PAC hybride, pour
féliciter et récompenser les meilleurs professionnels qui auront posé le plus de packs hybrides, mais aussi d'hybridation de chaudières en maison individuelle. Voilà, vous découvrez donc l'ensemble des partenaires que nous avons avec nous pour ce concours. Bien sûr, les organisations professionnelles, Coenov, Coedis, que je remercie évidemment, euh, et GRDF qui nous accompagne sur ce concours. Il a commencé depuis le 15/02/2024, il s'achèvera le 31/08/24. L'inscription est possible pour tous les PG pendant cette période. Nous avons découpé la France en 6 régions, un peu voilà, comme vous le découvrez sur ce graphique. Pour pouvoir participer, il faut être PG, mentionner PAC hybride. Si vous ne l'êtes pas, il faudra faire l'e-learning démontrant que vous êtes quelqu'un qui connaît la PAC hybride, ou en tout cas qui permet de vous y former, et de déposer un dossier durant cette période pour pouvoir candidater. Nous avons découpé eh bien, l'inscription pour pouvoir récompenser un maximum de personnes en 3 catégories. Les novices, ceux qui n'ont jamais posé de pack hybride en 2023 et qui vont en faire en 2024. En intermédiaire, ceux qui en ont posé un petit peu, jusqu'à 9 en une année. Et les confirmés, ceux qui en ont déposé un peu plus, ce qui nous permettra à votre inscription de pouvoir vous mettre dans ces cases et vous allez pouvoir concourir dans votre catégorie. Et bien sûr dans votre région. Vous nous déposerez évidemment, pour pouvoir être recevable, un dossier avec le devis, la note de dimensionnement, la facture, le certificat de conformité modèle 2, où il sera indiqué pack hybride dans le cas d'une pack hybride et pas de CC2 quand bien sûr vous êtes sur une hybridation de chaudière, et quelques photos qui nous permettra de préparer le jury. Vous l'avez compris, un budget est sanctuarisé pour ce concours, permettant derrière de pouvoir vous récompenser. Il y a donc 2 000 € pour le premier, dans chaque catégorie, 1 500 pour le deuxième et 1 000 pour le troisième, pour chaque catégorie, pour chaque région. Et notre mise des prix, et vous serez bien sûr au courant pour ceux qui auront gagné, on vous fera monter sur Interclimat pour cette remise des prix. Je vous rappelle, Interclimat qui se fait du 29 septembre au 3 octobre, et la remise des prix sera le 1er octobre à titre d'info. Voilà, j'espère ne pas avoir pris tout le temps. Ça, c'était ma partie sur la maison individuelle existante. J'enchaîne tout de suite avec Vincent qui va se présenter et qui parle logement collectif. Bonjour à tous. Donc Vincent Lallemand, moi, je suis responsable efficacité énergétique au sein de CEGIBAT. CEGIBAT, c'est le pôle d'expertise réglementaire et d'efficacité énergétique de GRDF. Et donc pour ma partie, moi j'ai en charge la prescription des solutions gaz sur le marché du résidentiel neuf, mais aussi la rénovation chez les bailleurs sociaux. Et donc comme Romain vous l'a bien évoqué sur la PAC hybride individuelle en maison individuelle, la PAC hybride est aussi une solution sur le logement collectif. Et donc, voilà, on va vous montrer dans une première partie le dimensionnement de cette solution sur le neuf, et puis sur la deuxième partie, plutôt un REX d'une installation qu'on a instrumentée. Alors, comme sur le neuf, le point le plus important, ça va être le dimensionnement de la PAC hybride pour en venir chercher l'optimum. Et donc, sur le neuf, ce qui nous drive par rapport à tout ça, c'est la mise en place des réglementations environnementales RE 2020 avec le respect des seuils. Donc, il y a 2 ans, il y avait très peu de fabricants qui avaient la PAC hybride collective par rapport au marché de la maison individuelle où la PAC hybride existe depuis longtemps. Sur le neuf, on est parti d'un peu plus loin. Pour autant, les machines existaient des deux côtés, donc il fallait juste les assembler avec une régulation intelligente entre les deux. Et donc la première partie, enfin une fois que la RE 2020 s'est mis en marche, on a lancé des gros travaux avec chacun des fabricants, des 7 fabricants, pour trouver l'optimum justement technico-économique de ce dimensionnement sur ces paquets hybrides. Donc on a travaillé sur 3 typologies de bâtiments: un petit collectif R+2 18 logements, un moyen collectif en R+4 et 34 logements, et un gros collectif R+6 98 logements, avec les 7 fabricants que vous voyez à l'écran: Vaillant, Daikin, De Dietrich, Viessmann, Atlantic, Bosch et Elco. Et pour chacun de ces fabricants, on leur a demandé de chiffrer à la fois une solution en pack hybride et une solution en pack aéro pour voir l'intérêt qu'il pouvait y avoir de ces 2 solutions. Donc si je fais le résumé des règles de dimensionnement qu'on a pu obtenir, ça fait un peu le parallèle avec ce que Romain vous a présenté tout à l'heure. On raisonne sur les mêmes régimes de température pour pouvoir comparer.
Mais en gros, la puissance de la PAC, donc à 0,50 degrés, donc 0 température extérieure et départ au chaud de 50 degrés, elle doit être comprise entre 30 et 40% des déperditions du bâtiment à la température de base, par rapport à ce que vous donnez, Romain, tout à l'heure, 40 à 60% sur la maison individuelle. Donc dit autrement, par rapport à une solution 100% en thermodynamique, ça permet de diviser la puissance électrique de la PAC par 3 et puis de diminuer aussi les tailles de ballon par 2, ce qui permet un encombrement moindre dans la chaufferie du bâtiment. Donc cette solution hybride, elle a un vrai intérêt et on le voit aujourd'hui, tous les fabricants l'ont mis à leur catalogue et la poussent. Et donc avec ce dimensionnement que je vous ai proposé juste avant, bah, qu'est-ce que ça donne au niveau des taux de couverture? Donc sur notre typologie R+2, R+4, R+6, on voit qu'avec ces 30 à 40 de puissance PAC, on arrive à couvrir 30 à 60 des besoins chauffage sur le R+4 et R+6. Mais quand on va regarder au niveau des besoins chauffage et ECS, puisque la PAC est capable de faire les deux, on arrive à couvrir entre 60 et 80 des besoins chauffage et ECS. Donc en fait, avec des petites puissances de pompe à chaleur, on arrive à vraiment couvrir des grosses parts de besoins chauffage et ECS. Et donc, en termes d'investissement, ça va être très intéressant pour les promoteurs. Et sur la rénovation aussi, on va le voir après, il y a un vrai intérêt de cette solution. Après, quand on vient parler de coûts, donc ça, c'est issu des études qu'on a pu faire avec les fabricants. Chaque fabricant a chiffré la solution à la fois en pack hybride et à la fois en pack aéro. Donc, on retrouve un gain quand on est en pack hybride entre 1300 et 1500 euros sur les immeubles R+4 et R+6, donc par logement, un gain de 1300 à 1500 euros. Et sur le R+2, il est un peu moindre, on tombe à 700 euros par logement en moyenne, parce qu'on bénéficie moins de l'économie d'échelle. Donc les coûts qui sont présentés à l'écran sont des coûts fournis posés, qui incluent les émetteurs, la fumisterie, la distribution gaz. Donc on voit que sur le R+4, par exemple, on va du simple au double entre une PAC hybride et une PAC électrique. Comme le disait Romain aussi tout à l'heure, le fait d'hybrider nos solutions, ça va permettre aussi de faire fonctionner la PAC à son régime de température qui est le meilleur, puisqu'on va essayer de caler la PAC sur un départ à 50-55 degrés, où on va bénéficier des COP les plus importants, et c'est la chaudière qui va venir faire la pointe. Donc en termes de durée de vie de la machine aussi, on est sur vraiment un optimum. Donc ça, c'était pour le neuf. Et donc maintenant, bah, c'était un peu la preuve par l'exemple. Donc ça, c'est un projet, cette fois on est en rénovation, c'est un projet qu'on a instrumenté, donc un projet de 49 logements qui se situe donc à Traits, à côté d'Aix-en-Provence. Donc un projet de 2 fois 15 logements, c'est les bâtiments A et B que vous voyez à gauche, et puis on a 19 maisons en bande qui sont sur ce projet-là aussi, donc 49 logements. Un projet BBC livré en 2014, donc avec une enveloppe plutôt bonne. Un projet qui était livré à l'initiale avec du solaire thermique et en fait, à l'issue d'une erreur d'exploitation de l'exploitant sur le remplissage du réseau en eau glycolée, l'installation est devenue, ils ont flingué l'installation. Donc, le bailleur a dû retrouver une solution pour diminuer ses charges puisque l'installation de solaire thermique fonctionnait très bien jusqu'à 2021. Et donc, il a fallu trouver une autre solution. La contrainte sur ce site, en fait, c'était qu'en termes de puissance disponible au niveau électrique, ils étaient très limités puisque on était quasiment au max de ce qu'on pouvait tirer du transfo. Donc la solution 100% thermo, de toute façon, n'était pas possible. Donc ce qu'il a été décidé, c'est de mettre en place une solution en pack hybride où on est venu plugger 2 pompes à chaleur, des petites pompes à chaleur de maison individuelle presque, puisqu'on est sur des puissances de 15 kW et 12 kW, qu'on est venu plugger sur le ballon d'énergie, puisqu'on avait en place un ballon de 6000 litres sur lequel était raccordé le solaire pour permettre la stratification. Donc on est venu brancher les pompes à chaleur sur ce ballon d'énergie et on est venu instrumenter la solution en rajoutant des compteurs d'énergie donc sur les sur les départs électriques des 2 pompes à chaleur et des compteurs énergie sur la chaudière, un compteur gaz et par départ pour voir quelle était finalement la part assurée par la pompe à chaleur sur les besoins d'eau chaude et chauffage. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'initialement, la chaudière qui avait été dimensionnée pour le site, elle fait 170 kW. Donc on est venu installer 2 pompes à chaleur de 12 et 15 kg, ce qui représente à peu près 16% de la puissance. Et on va voir les résultats sur la part qu'on arrive à couvrir avec cette pompe à chaleur, ces pompes à chaleur. Donc au niveau des apports, donc on a eu en 2023, on a pu avoir une saison complète où on a pu suivre la part couverte par la pompe à chaleur et par la chaudière. Donc c'est le graphe que vous avez en dessous.
on voit bien que la pompe à chaleur, finalement, peu importe la saison, elle fonctionne en talon toute l'année, puisque là, le choix a été fait de la faire fonctionner peu importe la température extérieure. Donc, on voit bien qu'elle arrive à couvrir un talon et la chaudière en orange, chez les parcs qu'on voit orange, vient faire l'appoint en fonction de la température extérieure. Si on reprend ce même schéma voilà, avec la température extérieure, donc on voit que la température évolue entre 0 et 35 degrés sur Marseille. Et donc voilà, si on la décompose entre un palier plutôt à 10 degrés et 15 degrés, on voit sur la première partie de l'année, donc plutôt hiver, où les températures sont inférieures à 10 degrés, on voit que la pompe à chaleur donne tout ce qu'elle peut. Et puis c'est vraiment la chaudière qui vient faire l'appoint en fonction de la température extérieure. Sur une partie mi-saison, entre 10 et 15 degrés, on voit que la pompe à chaleur pourrait presque déjà tout fournir, mais qu'on a encore besoin de la chaudière, souvent le matin pour la relance. Donc on a encore un peu besoin de cette chaudière sur le fonctionnement. Et puis alors en partie, cette fois été, où dès qu'on passe des températures supérieures à 15 degrés, là on voit que la pompe à chaleur est complètement capable de fournir à la fois l'eau chaude sanitaire et le chauffage, et que la chaufferie et la chaudière est arrêtée sur cette période-là. Donc, quand on vient regarder finalement sur cette année 2023, quel a été le taux de couverture de la PAC par rapport à la chaudière, on se rend compte que la pompe à chaleur, les deux pompes à chaleur, les petites pompes à chaleur, ont permis de couvrir 62% des besoins eau chaude et chauffage. Donc, avec finalement 16% de puissance installée avec ces deux petites pompes à chaleur, on a réussi à couvrir 62% des besoins chauffage et ECS. Donc, en termes de décarbonation, là, on est vraiment sur un optimum en termes d'investissement. Un point aussi intéressant à soulever, et qui met encore plus en avant l'avantage de l'hybride, c'est qu'on est venu regarder aussi l'évolution du COP de la machine, de la PAC, en fonction de la température extérieure, mais aussi en fonction de la température départ de la pompe à chaleur. Donc sur la première partie de l'année, l'installation avait été lancée telle quelle, pas optimisée. On est parti sur une consigne de température à 70 degrés. On voit que finalement le COP de la machine, il est de 2,6, ce qui est déjà très bien, mais on est loin des COP qui peuvent être annoncés à 7,35, où on a plutôt 4 ou 5 en tête. Donc un COP plutôt réaliste, il est autour de 2,63 sur l'année. À partir du mois de mai, on coupe le chauffage, on n'est que sur l'ECS, donc on est sur des températures toujours à 70 degrés, avec un retour de bouclage. Donc on est plutôt sur des COP à 2,53. Et à partir du mois de juin, on est venu optimiser finalement le fonctionnement de cette pompe à chaleur en changeant les consignes de température. Et c'est là où on voit toute l'importance de la température départ. On voit qu'en passant sur une consigne à 65 degrés, donc on vient juste baisser de 5 degrés finalement, on obtient des COP de 3. Et donc après, on a poussé l'exercice encore plus loin. Sur le mois de juin-juillet, on est venu cette fois descendre la consigne à 50 degrés. Donc là, on est vraiment sur l'optimum du fonctionnement de la pompe à chaleur. On arrive à des COP de 4. Donc voilà, tout l'importance de l'hybride, ça va permettre de faire fonctionner la pompe à chaleur sur vraiment des plages de température qui lui sont le plus favorables possible, et la chaudière va venir faire l'appoint. Donc voilà, c'était pour vous présenter un peu vraiment l'impact de ces températures départ et de l'avantage de la solution hybride. Si on raisonne en termes de décarbonation, on est venu regarder ça aussi par rapport à une solution 100% gaz. Donc là, c'est présenté en kilos de CO2 économisés par semaine. Quand on est en phase chauffage plus ECS, on est autour de 850 kilos de CO2 économisés par semaine. On en a évidemment moins quand on bascule que sur de l'ECS. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ces petites puissances de PAC, encore une fois, on arrive à diminuer les émissions de CO2 de 55%, ce qui représente 28 tonnes sur l'année, avec un taux d'hybridation, encore une fois, qui est de l'ordre de 16%, puisqu'on a vraiment deux petites pompes à chaleur individuelles sur ce projet-là. Donc voilà, on voit vraiment que la PAC hybride collective, elle a un vrai intérêt, que ce soit dans le neuf et dans la rénovation. Et depuis 2 ans, on voit que le nombre de projets commence à augmenter, puisque les promoteurs, mais les bailleurs aussi, ils voient vraiment un intérêt pour décarboner rapidement leur parc. Merci Vincent pour cette partie collective. Et on va poursuivre cette belle aventure avec Pierre, qui va nous parler de bâtiments communaux, notamment un collège à Bergerac. Ouais, merci Vincent, merci Romain. Donc Pierre Mury, je travaille également à CJBAT au sein de GRDF avec Vincent. Je travaille sur la partie tertiaire, à la fois en neuf et en rénovation. Et aujourd'hui, on va parler plutôt rénovation et notamment décret tertiaire avec ce collège de Bergerac. Initiative, pardon, le collège de Bergerac, c'est le conseil départemental de la Dordogne qui voulait rénover son collège et un parc de collèges du département. Donc ce collège, il fait un peu plus de 6 000 mètres carrés. On a des déperditions de chauffage de 650 kW. Et donc la maîtrise d'ouvrage se posait différentes questions. Comment répondre au décret tertiaire en
faisant des actions qui coûteraient le moins cher possible sur ce type de bâtiment. Donc, pour rappel, le décret tertiaire, on doit faire des économies d'énergie finale. Donc, j'insiste bien sur finale, c'est une des seules réglementations en France qui parle d'énergie finale et non d'énergie primaire, par rapport à une année de référence. Donc, on va choisir entre 2010 et 2019. Et on doit faire du moins 40% par rapport à 2030, qui est le premier seuil, puis moins 50, puis moins 60 jusqu'à 2050. Ou répondre à ce décret tertiaire par rapport à un seuil en valeur absolue. Il s'intéressait à l'hybridation, donc il trouvait l'intérêt d'avoir 2 types d'énergie sur ce bâtiment-là. Et en plus, il avait un frein pour passer sur une solution 100% électrique sur ce bâtiment-là, notamment à cause des durées de travaux côté Enedis et le coût que ça pouvait lui impacter sur son compteur général en élec. Donc à partir de ça, il faut se poser des questions. Donc si on part sur l'hybridation, on va pouvoir avoir différentes configurations d'hybridation sur notre bâtiment. Donc là, on a affiché 3 à l'écran. Vous retrouvez les noms des configurations qui est en maison individuelle, comme l'a présenté Romain tout à l'heure, avec le bivalent parallèle, bivalent alternatif, parallèle et bivalent alternatif. Donc, c'est des noms un petit peu barbares. Donc, on va rester sur du 1, 2, 3 pour ce cas-là. Donc, dans le premier cas, c'est le cas qui va nous intéresser, nous, pour le cas du décret tertiaire. On va essayer d'effacer le plus d'énergie finale sur notre bâtiment. Donc, en bleu un peu plus foncé, vous avez la partie couverte par la PAC. Donc, vous avez une période à droite où la pompe à chaleur va travailler toute seule cette monotone. Hein. Après, on a une période de bivalence, où ce point de bivalence, ça va être la puissance de la PAC. Et donc, quand la PAC n'aura plus assez de puissance, la partie gaz va se mettre en route et on va faire de l'hybride. Voilà. Donc, on voit bien la puissance de la PAC qui diminue en fonction de la température extérieure, parce que c'est lié à son COP notamment et sa performance en puissance qu'elle va délivrer à des périodes plus froides. Seconde configuration, donc là c'est plutôt sur un raisonnement en neuf. On va chercher de la performance sur le projet. Là on va faire plutôt de la performance en énergie primaire. Donc pareil, vous avez la même configuration. La PAC, c'est la partie bleu foncé. Vous avez une partie de fonctionnement à droite où la pompe à chaleur fonctionne seule dans la période douce de l'année. Un point de violence toujours. Donc là c'est qu'on a une puissance de PAC qui est plus assez forte pour répondre aux besoins de chaleur du bâtiment. Et ensuite, on va décider de couper cette PAC lorsque son COP n'est plus assez intéressant. Dans le cadre de l'Aéro 2020, par exemple, à 2,3, en dessous de 2,3, on va dire, cette PAC, tu t'arrêtes et on fait fonctionner la chaudière toute seule. Et le dernier cas de configuration, c'est plutôt un cas simple d'installation de PAC hybride, où là, on vient faire la base en PAC à droite, sur les températures plutôt clémentes, et on décide de faire un switch carrément. Donc, on arrête cette PAC pour passer sur une chaudière seule sur le reste de l'année. Donc là, dans notre cas, on a choisi plutôt la version 1, sur laquelle on va effacer le plus d'énergie finale. Si on reprend l'installation du projet de Bergerac, donc là, vous avez une monotone un peu plus réaliste par rapport aux besoins du bâtiment. On avait à peu près 650 kW de déperdition. On a une chaudière gaz ici de 700 kW qui va pouvoir répondre aux besoins du bâtiment. Vous voyez une monotone avec une petite partie orange. Ça, c'est pour mettre une alerte sur ce type de bâtiment où il y a toujours des besoins de relance, notamment dans les lundis matins et après les vacances scolaires, où là, on a un besoin de puissance un peu plus élevé pour remonter le bâtiment en température. Ça dépend aussi de son inertie et son taux d'isolation. Mais c'est une chose à prendre en considération lorsqu'on vient dimensionner notre PAC. Ici, il a été choisi de mettre 3 packs de 40 kW, donc on arrive à 120 kW de puissance. Donc ça nous donne un rapport puissance PAC chaufferie de 20%, ce qui on retrouve en réseau tertiaire, le ratio le plus rentable, d'un point de vue purement technique et économique. Et ce qui nous fait un taux de couverture d'environ 52% avec la configuration où on n'arrête pas la PAC finalement, même sur les périodes les plus froides. D'un point de vue décret tertiaire, comment ça se traduit? Donc, on va regarder quels sont les pourcentages de gains en énergie finale sur cette opération. Donc, si on part du 100% gaz, on a bien vu que tout à l'heure, la PAC couvrait 52% des besoins du bâtiment. Donc, si on part sur la droite du graphique, on a bien nos 52 en PAC. On va lui appliquer son COP, qui est environ de 3 sur l'année. Donc, on arrive à 17 en élec. Et de l'autre côté, on reste
le reste des besoins sont faits par la chaufferie gaz, donc 48. Et on additionne tout cela par la 65 et on arrive à moins 35% en énergie finale, bien sûr sans optimisation énergétique. Là, on est purement sur une installation sans rénovation du bâti, même si c'est une chose qui a été prévue par le conseil départemental de la Dordogne. Et si on traduit ça en ratio, appuyez. Merci Romain. La ratio et la rentabilité du kilowatt pack installé, donc ça c'est super intéressant, c'est voir en fonction de notre monotone, donc là on l'a bien vu, hein, plus on va monter notre puissance de pack, moins finalement notre pack va avoir un gros taux de couverture sur cette monotone de puissance. Et donc là, dans 3 configurations, donc 1, 2, 3, 1 c'est en 100% élec, donc on a notre pack qui est en base, qui est dimensionné à peu près à 80% des besoins, et un appoint en effet Joule qui fait 20% des besoins. Ça se traduit avec moins 53% de gains sur l'énergie finale, avec un investissement de 300 000 € environ. Et donc, au ratio du kilowattheure d'énergie finale effacée, ça nous coûte à peu près 5 500 €. Sur une solution 2 en hybride, avec 20% des besoins en pack, et on remplace la chaudière parce qu'elle n'a plus des rendements efficaces ou elle est en fin de vie, on arrive à moins 35% de gains en EF, en énergie finale, pour un investissement de 129 000 €, donc bien moindre, ce qui nous fait ce même ratio à 3007. Déjà beaucoup plus intéressant de passer sur l'hybride d'un point de vue décret tertiaire, en termes de taux de couverture et de rentabilité de kilowatts installés. Et un troisième, encore plus intéressant, donc là c'est le cas où on a une conservation de notre chaudière. Donc on va faire un petit peu moins de gains en EF, parce que on a une malus sur le rendement de la chaudière, hein, on va considérer qu'il est un peu moins important. Et on a notre investissement, il comprend juste la partie thermodynamique, la partie pack, et ça nous fait un ratio de 2283 €. Voilà. Donc c'est pour montrer qu'il est quand même intéressant de ne pas mettre tout en thermodynamique et voir justement ce taux de couverture de la PAC, car le kilowatt installé en thermodynamique est quand même beaucoup plus cher que celui de la chaufferie. On a souvent un ratio de 4 à 5 entre les deux. Et d'un point de vue de décarbonation, même si c'est pas un seuil, un garde-fou du décret tertiaire, mais on voit que les acteurs en tertiaire et les collectivités notamment sont un sujet qui les intéresse également. On a fait l'exercice. Donc là, vous avez sur la première ligne le 100% gaz. Donc on voit l'impact CO2, hein, donc le taux de couverture c'est 100. On fait fois le fameux 227 grammes de CO2 pour le gaz. Donc on arrive à 23. Si vous passez sur la seconde ligne en 100% thermo avec notre pack, toujours le même pack, hein, dimensionné à 80% avec l'appoint effet Joule 20%. Ici, on arrive, donc on applique le fameux COP de 3 qu'on a vu tout à l'heure, et le 64 grammes qui est celui du décret tertiaire, hein, pour l'électricité. On arrive à 3, donc on fait une décarbonation de moins 87% en passant du gaz à l'élec. Et en hybride, on fait le même exercice, donc on prend nos 52% de taux de couverture, on applique le COP, les kilogrammes équivalent CO2 pour l'élec qui est à 64 grammes, le 48 au gaz qui reste, on l'applique pour le 227 grammes du gaz, on arrive à 12. Donc on décarbone peut-être 2 fois moins ici pour la PAC hybride par rapport à une solution 100% thermodynamique, mais on va le voir d'un point de vue investissement. D'un côté, sur la partie PAC 100% élec, on arrive sur du investissement à 302 000 € qu'on a vu tout à l'heure, et sur la partie hybride, on arrive à 67 500 € si on conserve la chaudière et on rajoute plus 61 000 si on doit remplacer la chaudière. Donc on voit qu'on est quand même 2,4 à 4,5 fois moins cher en hybride, même si on décarbone 2 fois moins, ça va être quand même plus intéressant. Et on retrouve encore nos ratios tout à l'heure qu'on avait en énergie finale. Ici, si on les a en décarbonation, en CO2, à droite de la slide, vous avez toujours notre scénario 1 en 100% élec, donc PAC plus effet Joule, on a ce ratio en pourcentage de CO2 évité qui va nous coûter 3 500 € en 100% élec. En hybride, en remplacement de chaudière, 2007, et en hybride conservation de chaudière, 1006. Donc, pas toujours regarder ça à l'échelle finalement du taux de couverture, il faut regarder l'investissement derrière qui se cache. Et d'un point de vue patrimonial, on a voulu faire ça aussi pour l'exemple du conseil départemental, parce qu'ils avaient pour projet d'hybrider d'autres collèges. Donc là, on a pris l'exemple d'un patrimoine avec 5 chaufferies au gaz. Donc dans le premier cas, à gauche, vous avez 4 chaufferies au gaz qui vont rester au gaz. Et on va faire une conversion en 100% élec, donc 100% PAC, hein, avec notre appoint effet Joule tout à l'heure. On retrouve nos 88% qu'on avait tout à l'heure dans la slide précédente. Et
Donc, on va regarder sur la même enveloppe investissement. Donc, là, on garde nos 302 000 € qui ont été investis pour le 100% PAC dans le premier cas. On va les investir. Allô? Pierre? Oui. Là, excuse-moi, je ne t'entendais plus, mais c'est Ah, peut-être de mon côté. Vas-y, 302 000 d'accord. €, tu disais? Non, Vas-y, c'était de notre côté aussi, on n'entendait pas non plus. Ah ouais? Parfait. Ah, Donc, très bien. 302 000 €, tu disais? Oui, 302 000 €, c'est l'investissement. Donc, en gros, ça nous a coûté 302 000 € pour faire du 100% PAC et faire moins 88% sur la PAC hybride, enfin sur la PAC élec, pardon. Et on réutilise ce même argent. Donc, finalement, on prend ces 302 000 €, la même enveloppe budgétaire, donc à ISO budget, pour faire de l'hybridation sur notre autre patrimoine. Donc, on pourra faire 2,5 à 5 hybridations, donc moins 111% à moins 189% de décarbonation. Et donc, à l'échelle totale de notre patrimoine, donc nos 5 chaufferies gaz initiales, dans un cas, le premier cas où on fait conversion 100% élec, on arrive à moins 17%. Et dans l'autre cas, où on utilise ces mêmes 300 000 € et on choisit d'hybrider notre parc, on va faire moins 23 à moins 39% de décarbonation sur le projet. Donc, on voit tout l'intérêt ici de la rentabilité et tout ce qu'il y a derrière, en fait, la monotone et le taux de couverture de notre PAC en PAC hybride, qui va être très rentable à un dimensionnement d'environ, comme je disais tout à l'heure, à peu près 20%. Donc, d'un côté, on parle de rénovation du patrimoine avec parcimonie, et de l'autre, d'accélération de la décarbonation du patrimoine. Et en plus, on pourra associer le gaz vert, comme tu disais tout à l'heure, Romain, pour encore décarboner en plus nos chaufferies hybrides. Merci beaucoup, Pierre. Il est quasiment midi et on a réussi à vous exprimer tout ce que nous voulions vous exprimer. Moi, personnellement, j'en retire que la PAC hybride, quel que soit le marché, c'est l'optimum technico-économique et c'est une représentativité du mix énergétique que nous avons en France et qu'aujourd'hui on va avoir sur le terrain pour la résilience de nos réseaux. J'espère en tout cas que vous aurez noté ça aussi comme moi. On va passer bien sûr au jeu des questions-réponses, parce que je pense qu'il y en a. J'ai même vu des commentaires sur le fil de discussion. Y aurait-il une première question? Donc là, vous pouvez ouvrir vos micros et on va prendre les questions au fur et à mesure. S'il n'y en a pas, je vais lire les quelques commentaires que vous nous avez laissés. J'ai vu par exemple que la société Drapeau Énergie qui est un délégataire C2E, qui peut-être est encore là. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, mais vous nous expliquiez que vous aviez l'année de l'hybride cette année. Ravi qu'on se rejoigne sur ce point. Est-ce que monsieur est encore là? Ou madame, peut-être d'ailleurs? Non. Alors, monsieur nous expliquait que le délégataire Drapeau donc, avait lancé l'année de l'hybride pour surabonder la prime de la fiche BARTH 159 jusqu'à 650 € supplémentaires pour les installateurs qui seraient avec l'entreprise Drapeau Énergie. Bon, je passe cette information. Quelqu'un, alors je n'ai pas le nom ni prénom malheureusement, mais nous explique qu'en effet, sur le terrain, malheureusement, bah, il y a évidemment, et on le sait, notamment avec les compléments d'enquête ou les envoyés spéciaux qui peut nous retraduire le fait que malheureusement nous avons des éco-délinquants dans le marché et qui peuvent en effet vendre des packs à des prix exorbitants, des packs ou parfois des packs hybrides. Hein. On peut que s'indigner de ceci, mais il est vrai que on peut être fier que dans le réseau des professionnels du gaz, c'est là où nous ayons en effet le moins, voire quasiment pas d'éco-délinquants, déjà parce que la chaudière n'est plus aidée, et que quand on fait du gaz, on est forcément quelqu'un qui a des compétences qui permettent de gérer cette énergie, et on ne peut pas être juste un vendeur de fenêtres un jour et un professionnel du gaz le lendemain. Voilà. Y aurait-il des questions? N'hésitez pas hein, à me couper la parole. Euh, oui, en effet, ce rapport à ce que Vincent nous a montré sur les COP, hein, en effet, mettre des émetteurs basse température, c'est évidemment, donc, voire des planchers chauffants, hein, ou des plafonds chauffants, c'est évidemment le meilleur moyen d'être à un régime d'eau le plus bas possible, 35 degrés, pour pouvoir avoir la meilleure performance sur les COP. Et je crois, Vincent, si
tu peux rouvrir ton micro, s'il te plaît. Ce que tu nous as montré, c'est aussi sur l'eau chaude sanitaire. Donc, c'était plutôt dans une logique d'expérimentation, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? Oui, oui, là c'était parce qu'il y avait l'eau chaude sanitaire aussi. Oui, c'était oui, il y avait c'était une expérimentation et la chaudière prenait le relais après derrière pour éviter les problématiques légionnelleuses. Merci, Vincent. Une question qui, je pense, va être en direction de Cegibat. Quelqu'un qui nous remercie, en tout cas, parce que ça avait l'air d'être très intéressant pour lui. Merci à vous. Mais quels sont les organismes en mesure de réaliser les études et proposer des solutions dont avec l'hybridation pour l'étude des bâtiments? J'imagine des bureaux d'études, mais est-ce que vous seriez plus précis que ça, messieurs, côté Cegibat? Bah, ouais, non, mais enfin, pour moi, tu as bien répondu à la question, hein. Ça va être les différents bureaux d'études qui sont animés par Cegibat et par les ingénieurs efficacité énergétique en région. Et s'ils ont des questions, ils reviendront nous voir de toute façon pour le dimensionnement. Parfait. Donc, poussez la porte, si vous êtes maître d'ouvrage, poussez la porte de vos bureaux d'études respectifs. Et en effet, ils reviendront, parce que ça concerne le gaz, vers Cegibat pour que tout ça, pour que tout le monde monte en compétence. Romain, Oui, la question Excusez-moi. vient donc d'un groupement de distributeurs. un groupement pour le coup, Je pour voulais le coup, tiens, rebondir sur la question de Jérôme. Bonjour messieurs, c'était très bonjour. intéressant. Moi je suis un petit installateur dans le tertiaire et l'industriel. Techniquement, les diapos sont super. Mais comment on peut faire un suivi? Parce que où est-ce qu'on pourrait retrouver ces personnes-là à ce moment-là, des bureaux d'études? Est-ce qu'il y a des qualifications sur les bureaux d'études, des choses comme ça? Alors, pas à ma connaissance, mais une chose est sûre, c'est que Vincent a absolument bien répondu à la question, c'est-à-dire que un bureau d'études qui n'a pas eu forcément le temps de rentrer dans l'hybridation, mais comme ça parle le gaz, la coutume veut qu'il pousse la porte de Cegibat et que Cegibat l'informe au mieux. C'était la réponse de Vincent que je reformule, hein, mais Vincent, n'hésite Oui, c'est pas à ça. reprendre la parole. Hein. Cegibat oui, ou les ingénieurs efficacité énergétique qui, eux, sont en région, puisqu'on a des relais dans chaque région. Donc, oui, normalement, tous ces bureaux d'études sont animés par GRDF. Après, peut-être qu'on peut prendre vos coordonnées, monsieur, et pouvoir vous mettre en relation en direct avec vous, enfin, si ça vous intéresse en tout cas. Si c'est le Ah cas, complètement, oui. n'hésitez pas à mettre votre adresse mail dans le fil de conversation. On reprendra contact avec vous très vite. Très bien, merci beaucoup messieurs. Ouais, faites-le avant qu'on ferme la réunion, par contre, parce qu'après, ça sera trop tard. Je me permets, voilà, n'hésitez pas à ouvrir vos micros s'il y a bien sûr des questions. Sinon, je regarde les commentaires qu'il y aurait eu. Eh bien, malheureusement, ça y est, on a fait le tour. Merci pour ce contact, monsieur. Donc, Vincent, Pierre, je vous laisse peut-être noter le contact de monsieur pour pouvoir derrière faire le relais. Bah, il est 12h04, on n'est pas trop en retard. C'est plutôt bon pour nous tous. Roland, je te laisse reprendre la parole. Nous, on a fait notre travail technique. Et dans la technique, il y a forcément un peu de commercial. On va pas se cacher derrière notre petit doigt. Mais en tout cas, par la technique, on a voulu vous démontrer que la PAC hybride, quels que soient les marchés, il y a vraiment un intérêt, voilà, pour avoir l'optimum technico-économique sur l'ensemble bâtiments, maisons existantes, logements collectifs, tertiaires. Roland, que voudrais-tu dire en mot de conclusion à tes distributeurs? Eh bien, écoute, d'abord, je voulais remercier Vincent, Pierre et puis bien sûr toi, Romain, pour pouvoir apporter cet éclairage et ces explications. Alors, comme je le vois que Jérôme a noté que c'était très technique, je peux comprendre que ce soit très technique et ça va nous donner des idées parce que nous devons continuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était un premier jet, c'était un premier webinaire avec nos distributeurs. On doit aller beaucoup plus loin. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans les régions. Donc, on va imaginer quelque chose ensemble. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue d'expliquer, alors peut-être avec des mots peut-être plus simples, comme le souhaite Jérôme, puisque certains distributeurs peut-être ne sont pas forcément dans la technique complète. Donc, trouver les bons mots. On doit continuer et il faut qu'on porte ce message inlassablement et arriver à rejoindre ce que font les Italiens et les autres. Merci Roland. Moi, je voulais remercier les professionnels du gaz qui étaient avec nous. Et pour Cegibat, Vincent et Pierre, je pense que
Un petit mot pour les BET et les maîtres d'ouvrage peut-être qui sont avec vous, avec nous? Non, non, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec vos interlocuteurs GRDF en région, hein, que ce soit les ingénieurs efficacité énergétique ou les responsables commerciaux. Si vous avez des projets, on sera ravis de vous assister dessus. Merci de nous avoir suivis. Très bon appétit à tout le monde et bon week-end.